Tout à l'heure, je vous ai dit le savoir n'est rien sans la culture. Oui, il y a d'autres gens qui vous parlent de culture. Moi, je m'amuse parce que dans l'ambiance de poisson rouge qui prévaut dans le milieu médiatico-politique, personne ne se souvient jamais de rien et ne compare rien avec rien. Mais pour ce qui est de s'extasier, se réjouir, il y a une très grande disponibilité. Alors j'ai donc entendu M. Macron parler de culture. Je ne vous cache pas que quand les technocrates et les banquiers s'y intéressent, j'ai toujours un petit mouvement du sourcil. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir trouver pour empoisonner la vie des gens et leur faire les poches? Eh bien, il a proposé quelque chose qui me paraît remarquable pour un libéral qui ne croit pas à la puissance de l'État comme nous. Il a proposé qu'à votre 18e anniversaire, ce n'est pas des magots, hein, vous recevrez un cadeau d'anniversaire de l'État, un chèque de 500 € pour faire de la consommation culturelle. Je ne sais pas à combien ils se sont mis pour trouver ça. Et attendez, il leur manque juste une maille du raisonnement. À mon tour de ricaner, quand eux nous disent il faut produire avant de distribuer, comme si on n'avait jamais rien produit dans ce pays et qu'on se préparait à le faire, sous l'injonction de ces messieurs les importants. À mon tour de ricaner et de dire avant de distribuer des chèques pour consommer de la culture, il faut d'abord la produire. Et la culture, c'est pas comme les boulons, c'est pas comme les dindons. Non, pas les dindons, ça rimait, c'est pour ça. La culture, c'est une petite fleur fragile, ça pousse dans les esprits, il ne faut pas brutaliser les gens, sinon ça ne vient pas. Et pour qu'il y ait quelque chose qui vienne, il faut d'abord qu'on en ait mis beaucoup. Il faut avoir d'abord beaucoup entendu de musique, d'abord avoir vu des pièces de théâtre, d'abord avoir lu des livres, d'abord avoir regardé des statues, etc., 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 etc. Avant la diffusion, qui est très importante, il y a la création. Et maintenant, je vais révéler à ces gens une autre chose qui a une très grande importance. La création ne tombe pas du ciel. Il faut que des gens créent. Et pour cela, il faut qu'ils puissent vivre dignement. Et par conséquent, la première tâche d'une politique culturelle, ça consiste à faire en sorte que les créateurs puissent vivre dignement. Il faut arrêter de menacer les créateurs qui sont dans le statut d'intermittent du spectacle en les menaçant sans arrêt de leur retirer leur statut. Au contraire, il faut s'en inspirer pour imaginer ce que pourrait être le statut de créateur indépendant dans d'autres branches de la création artistique, l'écriture, la bande dessinée, que sais-je encore. Et voilà pourquoi, comme tout ça coûte des sous, comme vous le savez, et qu'il faut toujours répondre à la question « combien ça coûte ?», il y en a qui ne se la posent pas, hein, parce que l'autre, 500 € par tête de pipe pour un cadeau d'anniversaire par l'État, ça n'a pas l'air de le troubler. Vous me direz, si à l'autre bout, il n'y a que les majors, des grandes compagnies qui produisent des CD et le reste, parfois, ça reste en circuit fermé entre eux. Mais comme nous, on s'en fait une autre idée, évidemment, on voit la chose différemment. J'ai d'ailleurs vu une autre trouvaille qu'il a fait, je l'ai trouvé extraordinaire dans ses obsessions, cet homme. Il dit, il faut lire. Ah ben très bien. Alors donc, il faut ouvrir les bibliothèques le samedi et le dimanche. Le samedi. Mais c'est déjà le cas. Donc c'est juste pour aller faire bosser les gens le dimanche. Parce qu'à la bibliothèque, il y a des bibliothécaires dedans. Et s'il n'y a pas de bibliothécaire, il n'y a pas de bibliothèque. Il n'y avait pas pensé. Quand ça les prend, ça les lâche pas. Celui-là, il a pourri la vie de milliers de gens avec sa participation à la loi El Khomri. Il a pourri la vie de milliers de gens avec tout ce qu'il a pu inventer sur l'ubérisation. Et bien maintenant, il rajoute une catégorie qui, j'en suis sûr, va militer avec nous, les bibliothécaires. Voilà ce qu'on doit faire.
Le gouvernement de Hollande est le seul gouvernement des 10 dernières années qui ait baissé le budget de la culture. Il faut arrêter de tergiverser, papoter, tout ça, c'est fini. Il faut prendre un cap, il faut revenir à l'idée qu'il faut 1% de la richesse du pays consacrée à la culture, pour la développer, pour la répandre, pour l'inculquer. Je propose qu'on crée peut-être 5 ou 6 000 classes à projets artistiques et culturels, ce qui permettra de faire travailler les intervenants culturels extérieurs et élever le niveau culturel de nos jeunes. Écoutez les gens. L'autre jour, je suis allé à Angoulême. Je suis allé au festival de la bande dessinée. Je suis amateur de bande dessinée, je suppose que je ne suis pas le seul ici. Et on a parlé, et on me dit 30% des dessinateurs qui essayent de vivre de leur métier vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il ne faut pas croire que faire de la bande dessinée, c'est de faire des petits Mickey dans un coin. C'est un travail très long. Et apparemment, vous en êtes content, car vous en êtes souvent acquéreur. Il faut donc que ce travail puisse avoir lieu. Vous le savez comme moi. Ceux qui produisent au départ de la bande dessinée, ensuite font flamboyer vos imaginations. Souvent, vous allez lire le livre après. Et puis surtout, ils fournissent la matière première qui va ensuite être exploitée, je veux dire traitée, travaillée, par ceux qui font des jeux vidéo, dont je vais parler dans un instant, et qui sont un continent entièrement nouveau de l'éducation et de la vie, telle qu'on peut la concevoir pour le siècle qui vient. Bref, ces gens-là sont indispensables. Alors je disais, mais comment va-t-on faire? Eux ont eu une idée, et je l'ai adoptée. Je l'ai proposée à mes amis de la commission culturelle qui ont écrit le petit livret culture, auquel je vous renvoie pour en savoir plus que ce que déjà je suis en train de vous dire. Et voici cette idée. Pour financer ces coopératives de créateurs indépendants, ou bien telle ou telle forme d'association que ces créateurs trouveraient nécessaire de faire, car il faut leur faire confiance aussi pour trouver des idées dans ce domaine. Un créateur est souvent une personne assez indépendante, pas toujours, et qui a plutôt l'habitude de travailler seul, mais pas tous. Par conséquent, il faut respecter ça. Ce n'est pas à nous d'arriver avec nos chaussures cloutées en disant on va faire comme ci, on va faire comme ça, toi tu fais comme ça. Non. Il faut que ça bourgeonne de soi-même. Mais la réserve et la source, la voici. Je vous la propose ce soir, cet après-midi, pour la première fois. Vous savez que quand une œuvre est arrivée à un certain nombre d'années de diffusion, elle tombe dans le domaine public, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de droits qui sont perçus dessus au profit des héritiers, car souvent l'auteur n'est plus là. Premier problème. Vous attendez la suite, hein? Au bout d'un certain temps, elle tombe dans le domaine public. Voici la proposition. Elle ne tombera plus jamais dans un domaine public autre que commun. Je m'explique. Sur ces œuvres sur lesquelles on ne perçoit plus de droits tels qu'ils sont aujourd'hui conçus, liés aux droits de la propriété intellectuelle. Lorsqu'on aura passé le délai, 30 ans, 40 ans, 70 ans, d'après l'Union européenne, qui veut à tout prix que les éditeurs puissent, quelle que soit l'édition, ramasser le plus longtemps possible, le plus possible. Eh bien, on mettrait les mêmes droits qu'avant, ou un peu moins, et ces droits seraient versés à une caisse qui alimenterait la situation sociale des créateurs. Cela s'appelle socialiser le domaine public de la création. Tout le monde a compris? Combien ça coûte? Et ça permet à des milliers de gens de vivre, et en particulier de financer la retraite des créateurs. C'est très important parce que pourquoi cette sécurité à laquelle chacun d'entre nous aspire, qui m'a conduit avec les amis à prévoir cette idée d'une sécurité sociale intégrale qui prendrait en charge 100% des remboursements de santé, qui prévoit qu'à 60 ans, au bout de 40 annuités, on puisse tous partir en retraite. Pourquoi l'élite humaine qui réjouit nos cœurs et alimente nos esprits, elle, serait condamnée à la misère dès lors qu'elle ne serait plus en état de pourvoir à ses besoins par ses créations? On peut aller plus loin si on veut. Vous savez qui est-ce qui a trouvé cette idée? Il y a un droit d'auteur. Non, ce n'est pas Karl Marx. Victor Hugo, mes amis, le grand Victor Hugo. Alors on lui disait, mais monsieur Hugo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
vous attentez à la propriété. Et Hugo disait, mais la propriété de qui, je vous prie? Tant que l'auteur est vivant, il touche ses droits. S'il n'y est plus, on dit, ben justement, s'il n'y est plus. Et Victor Hugo va plus loin que la mesure telle que je viens de vous la présenter. Mais je donne une marge de manœuvre, j'ai déjà la réputation de tout prendre. La marge de manœuvre, la voici. C'est de prendre les droits sur les œuvres dès lors que l'auteur n'y est plus. Car quelle est la légitimité à hériter d'une œuvre? Allez, on peut imaginer que ce soit au conjoint survivant, mais quelle est la légitimité à hériter d'une œuvre? D'après Victor Hugo, il n'y en a pas. Et voici ce qu'il dit. L'héritier du sang est l'héritier du sang. Il parlait des écrivains. L'écrivain, en tant qu'écrivain, n'a qu'un héritier. C'est l'héritier de l'esprit. C'est l'esprit humain, c'est le domaine public. Voilà la vérité absolue. Pendant que j'étais à Angoulême et qu'on m'a suggéré cette idée que dorénavant nous allons porter entre nous, c'est nous qui serons la première génération qui aura inventé un système global permettant à l'ensemble des créateurs de pouvoir vivre dignement et donc de vivre sans cesse avec pour unique objectif et unique occupation de faire vivre ce qu'ils savent faire vivre et dont nous avons tant besoin, leur production culturelle. C'est nous qui allons le faire dans le cadre de ce programme L'avenir en commun.